Le Sahel s'est connu pour son calme apparent. Mais parfois, ce silence cache une vérité bien plus dangereuse. Le 17 octobre, un drone MQ-9 Reaper des États-Unis a traversé les cieux du Burkina Faso, visant une cible inattendue, le convoi présidentiel. À bord, Ibrahim Traoré, un homme dont le nom allait désormais être synonyme de résilience. Ce qui aurait dû être un simple incident militaire a pris une tournure tragique. Un missile destiné à éliminer le président a tué 3 innocents. Ce n'était pas une erreur, c'était un message. Mais qui était derrière ce message? Et qu'implique-t-il pour l'avenir de l'Afrique? Ibrahim Traoré n'est pas un homme comme les autres. Ce jeune leader du Burkina Faso a rapidement gagné la reconnaissance internationale, non seulement pour sa lutte contre le terrorisme, mais aussi pour son engagement à défendre la souveraineté de son pays face aux puissances extérieures. Le 17 octobre, alors qu'il risquait sa vie dans un convoi apparemment banal, il ne savait pas encore que cet incident allait transformer son parcours en un moment décisif pour toute l'Afrique. Mais cet incident n'était pas qu'un accident, il s'agissait d'un avertissement, un message envoyé à Traoré, mais aussi à l'ensemble du continent africain. Pourquoi ce missile a-t-il été lancé contre un président qui n'avait jamais déclaré la guerre à quiconque? Pourquoi un pays comme le Burkina Faso, déjà fragilisé par les conflits, a-t-il été attaqué de cette manière? Ce n'était pas un simple incident technique, c'était un test. L'Afrique, dans son ensemble, était-elle prête à répondre à l'appel à la résistance contre l'ingérence étrangère? Ibrahim Traoré allait-il survivre pour relever ce défi et incarner la voix du continent? Voyons maintenant les détails de l'attaque. Le missile Hellfire, un missile utilisé dans cette attaque contre Ibrahim Traoré, est un symbole de la guerre moderne, capable d'éliminer une cible avec une précision chirurgicale. Mais cette frappe, qui semblait initialement être une erreur, a révélé bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Ce jour-là, alors que le convoi présidentiel se dirigeait vers le nord depuis Ouagadougou, une alerte a traversé le canal de commande du Burkina Faso. Les systèmes radars, récemment modernisés grâce à la coopération avec la Chine, ont détecté une cible inconnue dans l'espace aérien national. La trajectoire de l'objet, lent mais stable, a immédiatement attiré l'attention des opérateurs militaires. Quelques minutes plus tard, un drone MQ-9 Reaper, connu pour être un instrument de l'OTAN, est apparu à l'horizon. Un missile a été lancé vers ce qu'il pensait être sa cible, le président Ibrahim Traoré. Mais la situation a pris une tournure inattendue. Juste avant l'impact, le convoi a changé de cap, détournant l'attaque vers un camion civil transportant des réservoirs d'eau. 3 innocents ont perdu la vie sur le coup, mais l'objectif de cette frappe, la cible présidentielle, a échappé à la mort. Le monde entier est resté silencieux face à cette tragédie. Pas de gros titres, pas d'indignation. Les informations ont été étouffées, les victimes oubliées. Ce silence a été plus assourdissant que l'explosion elle-même. Mais pour Ibrahim Traoré, ce fut un moment de révélation. Il comprit alors que la souveraineté de son pays avait un prix. La question qui demeurait: qui avait ordonné cette frappe de drone sur un pays sans conflit déclaré? Et pourquoi? Ibrahim Traoré, jeune capitaine de l'armée burkinabé, incarne un type de leadership rare dans le Sahel, une volonté de transparence, de vérité et de lutte pour la souveraineté nationale. Ce jour-là, il ne se contentait pas de survivre. Il avait pris une décision consciente de ne jamais se cacher derrière des murs blindés. Traoré croyait fermement qu'un leader qui fuit la bataille ou se protège derrière des écrans blindés a déjà perdu sa liberté. C'était une philosophie qu'il incarnait chaque jour et qui allait déterminer la direction de son avenir politique. Lorsque l'attaque a eu lieu, les systèmes de défense du Burkina Faso ont réagi en un éclair. Les radars chinois ont détecté la menace aérienne et une alerte a été envoyée à l'équipe de sécurité du président. En quelques secondes, l'itinéraire du convoi a été modifié, empruntant une route non balisée à travers une vallée. Cependant, ce changement stratégique n'a pas suffi à éviter la frappe. Le missile a frappé un camion civil,
tuant 3 innocents. Mais ce qui aurait pu être une simple tragédie militaire est devenu un moment de transformation pour l'ensemble du pays. Le fait que le missile ait raté sa cible n'a pas échappé à l'observation nationale et internationale. Pour Ibrahim Traoré, ce fut une mise en lumière de la réalité géopolitique et de la vulnérabilité des nations africaines face aux puissances occidentales. Ce jour-là, il a compris que le véritable combat ne se menait pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la bataille pour l'information et la souveraineté. Le 17 octobre, un événement qui semblait banal a rapidement pris une tournure dramatique, marquant un tournant décisif pour le Burkina Faso. 10h42, un convoi présidentiel, dirigé par Ibrahim Traoré, circulait en silence sur les routes poussiéreuses du pays. Mais ce calme n'était qu'une façade. À cette heure-là, une menace invisible planait dans les cieux. Les systèmes de défense aérienne récemment modernisés du Burkina Faso ont détecté un objet inhabituel se dirigeant vers le convoi. L'alerte a été lancée immédiatement et en quelques minutes, l'itinéraire du président a été modifié. Une manœuvre de déviation a été effectuée pour éviter la trajectoire de l'engin non identifié, mais l'opération a échoué. Un MQ-9 Reaper, un drone de surveillance utilisé par l'OTAN, s'était déjà verrouillé sur sa cible. Le missile, un Hellfire S-100X, a été lancé depuis l'appareil, mais au dernier moment, l'itinéraire du convoi a été changé, détournant l'attaque vers un camion civil transportant des réservoirs d'eau. 3 innocents, 2 hommes et un adolescent, ont perdu la vie sur le coup. Le président, quant à lui, a échappé à la mort, mais la frappe a marqué le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser le paysage politique et géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Après l'attaque ratée, le silence était retombé sur le Burkina Faso. Les médias internationaux, habitués à diffuser des récits sur les attaques terroristes ou les conflits militaires, n'ont pas prêté attention à cette frappe de drone. Aucun grand titre, pas de question. Les vies perdues étaient considérées comme des dommages collatéraux. Cependant, la réaction du président Ibrahim Traoré a été immédiate. Le 18 octobre, Traoré a pris la parole sur les chaînes nationales, appelant à un examen complet de l'attaque. Son discours, calme mais déterminé, a marqué un moment de vérité pour le pays. Il a affirmé que la vérité serait rendue publique, quoi qu'il en coûte. Ces mots résonnaient dans tout le pays. Nous ne nous cacherons pas la vérité, même si elle rend les puissants trembler. Alors que les enquêtes internes étaient lancées, des images satellites ont révélé que le drone avait fait le plein en vol auprès d'un pétrolier américain opérant à la périphérie du Sahel. Des traces de signal ont été retrouvées et les experts militaires ont confirmé que la frappe avait été exécutée avec une précision chirurgicale. L'attaque n'était pas le résultat d'une erreur, mais bien d'une opération menée avec des données de ciblage sophistiquées. Cette révélation a eu un effet dévastateur sur la perception du Burkina Faso à l'échelle internationale. Les gouvernements occidentaux ont pris leur distance, minimisant l'incident et niant toute implication directe. Cependant, pour Ibrahim Traoré, la vérité était claire. Il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. Il avait survécu à une attaque orchestrée par des puissances extérieures qui cherchaient à étouffer la voix de l'Afrique. Ce n'était pas seulement une attaque contre le président du Burkina Faso, c'était une attaque contre la souveraineté de toute l'Afrique. Et tandis que la communauté internationale se taisait, le peuple burkinabé et africain commençait à se lever. Ce qui semblait être une simple tentative d'assassinat était en train de se transformer en un symbole de résistance. L'attaque ratée du 17 octobre allait désormais être perçue comme le catalyseur d'un mouvement de souveraineté à travers le continent. Abordons à présent les preuves concrètes qui ont émergé. L'attaque du 17 octobre contre Ibrahim Traoré n'était pas simplement un incident militaire isolé. Les preuves qui ont émergé ont révélé l'implication de technologies avancées et d'une coordination internationale. La première révélation significative est venue des données radars. Le système de défense aérienne du Burkina Faso, récemment modernisé avec des équipements chinois,
a joué un rôle crucial dans la détection du drone MQ-9 Reaper. Les experts ont confirmé que l'objet détecté dans l'espace aérien national se déplaçait à une vitesse stable de 200-150 nœuds, environ 463 km, à une altitude de 12 000 pieds. Ce détail précis a permis aux opérateurs militaires du Burkina Faso de réagir rapidement, modifiant l'itinéraire du convoi présidentiel. Cependant, malgré cette tentative de diversion, les informations recueillies ont prouvé que la cible du drone était bel et bien Ibrahim Traoré. Une autre preuve cruciale est venue des images satellites prises après l'incident. Elles ont révélé la trajectoire de vol exacte du drone, qui avait fait le plein en vol grâce à un pétrolier américain KC-105. Ce pétrolier opérait à proximité de l'espace aérien sahélien, ce qui a permis la SAS au drone de maintenir sa mission sans interruption. Les coordonnées du drone et celles du pétrolier ont été croisées pour confirmer que l'attaque n'était pas accidentelle, mais bien une opération coordonnée. Les informations ont ensuite été corroborées par les enregistrements des signaux électromagnétiques. Les analyses ont montré que les impulsions cryptées émises par le drone correspondaient aux mêmes fréquences utilisées par l'OTAN dans ses missions au Moyen-Orient. Cette découverte a ajouté une dimension inquiétante à l'incident. Le drone ne semblait pas agir de manière autonome, mais plutôt dans le cadre d'une mission bien définie, avec des données de ciblage précises, fournies par des sources extérieures. L'élément le plus frappant dans cette enquête a été la découverte des marquages du missile Hellfire X, dont les numéros de série étaient clairement visibles sur les fragments récupérés sur le site de l'attaque. Cette arme, utilisée pour des frappes chirurgicales, n'a pas seulement été conçue pour minimiser les dommages collatéraux, mais aussi pour éliminer une cible de manière extrêmement ciblée. En analysant les données du missile, il est devenu évident que la frappe était destinée à éliminer un leader politique spécifique, et non à simplement neutraliser une menace militaire. Enfin, les traces de signal récupérées lors de l'enquête ont confirmé que l'attaque avait été planifiée bien à l'avance. Le réseau de communication utilisé pour guider le drone vers sa cible était sophistiqué, et les données obtenues ont révélé que le drone avait été dirigé vers le convoi de manière délibérée. Cette analyse a mis en lumière l'ampleur de l'opération, démontrant que l'attaque faisait partie d'un plan plus vaste pour affaiblir les dirigeants africains cherchant à prendre leur indépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Au-delà des preuves matérielles, les résultats de cette enquête ont eu un impact direct sur la perception de la situation au Burkina Faso. Les révélations ont forcé le gouvernement burkinabé à adopter une position plus ferme face aux acteurs extérieurs et ont donné au président Ibrahim Traoré une base solide pour son discours de résistance. Le 19 octobre, en annonçant la publication des preuves, Traoré a non seulement défié les puissances occidentales, mais a également galvanisé le peuple africain, qui a vu en lui un symbole de la lutte pour la souveraineté. Explorons à présent les différentes interprétations de cet incident. L'incident du 17 octobre a ouvert un débat plus large sur les tensions géopolitiques et les dynamiques de pouvoir entre l'Afrique et les puissances occidentales. D'un côté, certains analystes ont minimisé l'attaque comme un malentendu ou une erreur technique, arguant que les pays du Sahel sont devenus des terrains d'opération de plus en plus complexes pour les grandes puissances militaires. Selon cette perspective, le drone MQ-9 Reaper aurait simplement poursuivi une mission de surveillance sans intention de viser spécifiquement Ibrahim Traoré. Ces analystes soulignent que la situation au Sahel est devenue ingérable, avec la multiplication des groupes djihadistes et des tensions internes dans des pays fragiles comme le Burkina Faso. Selon eux, l'attaque pourrait être vue comme une tentative de limiter l'instabilité régionale, même si les moyens utilisés étaient excessifs. D'un autre côté, l'interprétation de l'incident par les partisans de Traoré prend une tournure radicalement différente. Ils affirment que l'attaque était une tentative délibérée de réduire au silence un leader africain qui ose défier l'ordre mondial établi. Traoré, dans ses discours, a souvent dénoncé l'ingérence étrangère en Afrique et a exprimé sa volonté de défendre l'indépendance de son pays face aux interventions extérieures. Selon cette vision,
La frappe de drone était une réponse directe à l'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso et à la politique extérieure de Traoré, qui se voulait affranchi des dictats occidentaux. De ce point de vue, soutient que la tentative de meurtre, bien que ratée, est un symbole de la manière dont les puissances occidentales cherchent à maintenir leur influence sur le continent africain, en éliminant ou en réduisant au silence les leaders qui ne se soumettent pas à leurs intérêts. Il est aussi possible de considérer une position intermédiaire. Les frappes de drones peuvent être vues comme un outil militaire dans la lutte contre le terrorisme, mais leur utilisation dans un contexte aussi sensible que celui du Burkina Faso soulève des questions éthiques et légales. Dans ce cas, l'attaque pourrait être perçue comme une erreur de calcul, un excès de zèle dans l'usage d'une technologie de pointe sans prendre en compte les conséquences diplomatiques et humaines. Ce point de vue met en lumière la tension croissante entre la nécessité de maintenir la sécurité et la souveraineté nationale et les risques d'escalade violente liés à l'interventionnisme extérieur. Ainsi, les partisans de Traoré plaident pour une réforme du système international, où les pays africains pourraient, à l'avenir, exercer un contrôle plus strict sur leurs propres affaires et leurs ressources. Selon eux, la souveraineté africaine ne doit pas être seulement une déclaration, mais une réalité tangible, soutenue par des politiques et des actions concrètes, même face aux pressions extérieures. L'incident du 17 octobre a mis en lumière une vérité qui dépasse la simple attaque militaire. L'Afrique, longtemps perçue comme un terrain d'opération pour les puissances extérieures, commence à redéfinir sa place sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, après avoir survécu à cette tentative de frappe, n'a pas réagi avec colère ou vengeance. Au contraire, il a choisi une voie plus subtile et plus puissante, celle de la vérité. Le 19 octobre, Traoré a rendu publiques les preuves de l'attaque, les images satellites, les résidus du missile et les signaux cryptés utilisés par le drone. Ce geste a choqué le monde, car il mettait en lumière une réalité difficile à ignorer. La souveraineté de l'Afrique était de plus en plus mise à l'épreuve par des interventions militaires étrangères. Mais cette révélation ne s'est pas limitée à la simple dénonciation. Elle a marqué le début d'un mouvement plus large pour l'indépendance africaine. Ce qui semblait être un échec militaire a, en fait, stimulé une prise de conscience collective sur le continent. Le message était clair. L'Afrique doit se lever, et sa voix ne doit plus être réduite au silence. Ibrahim Traoré ne se contentait pas de survivre. Il redéfinissait l'avenir de son pays et de l'Afrique. L'attaque du 17 octobre a eu des répercussions immédiates sur le Burkina Faso, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Ibrahim Traoré, qui avait échappé à la tentative d'assassinat, est devenu un symbole de résistance, non seulement contre les puissances extérieures, mais aussi contre un système qui cherchait à maintenir l'Afrique dans une position de soumission. Après avoir révélé les preuves de l'attaque, Traoré a suscité une onde de choc dans le monde entier. Mais au-delà de la réaction internationale, les conséquences pratiques de cet incident se sont rapidement manifestées dans les politiques internes et régionales du Burkina Faso. D'abord, sur le plan national, la population burkinabé a exprimé un soutien inébranlable à son président. Les discours de Traoré, dans lesquels il affirmait que le Burkina Faso ne se cacherait pas derrière des murs blindés et que la vérité serait rendue publique, ont résonné profondément dans le cœur du peuple. Le président a commencé à mettre en place des réformes visant à renforcer la souveraineté nationale, notamment en matière de défense et de sécurité. L'incident a également poussé le gouvernement burkinabé à accélérer la modernisation de ses systèmes de défense aérienne et à diversifier ses partenariats en matière de sécurité, se tournant davantage vers des pays non occidentaux pour renforcer son autonomie. Ensuite, à l'échelle continentale, l'attaque a exacerbé les tensions entre l'Afrique et les puissances occidentales. De nombreux leaders africains ont exprimé leur solidarité avec Ibrahim Traoré, voyant en lui un modèle de défiance face aux interventions étrangères. Les pays du Sahel, déjà confrontés à des défis sécuritaires complexes, ont vu dans cet incident un symbole de la lutte pour la souveraineté. La question de l'indépendance militaire et politique de l'Afrique est devenue plus pressante que jamais. Les États-Unis et d'autres puissances occidentales ont essayé de minimiser l'incident,
qualifiant l'attaque de « regrettable », mais sans reconnaître la portée géopolitique de l'événement. Cependant, pour les Africains, l'attaque ne pouvait être ignorée comme un simple incident technique. Elle incarnait un rejet brutal de la souveraineté africaine. Cela a conduit à une remise en question des alliances et des partenariats entre l'Afrique et l'Occident. Plusieurs nations africaines ont commencé à se réunir pour discuter de la création d'une défense collective, en partageant des informations, des technologies et des ressources. Ce qui a commencé comme une tentative de frapper un leader africain a catalysé un mouvement pour renforcer la coopération continentale. Le message d'unité a été clair. L'Afrique ne devait plus être une cible facile pour les puissances étrangères, mais un acteur autonome sur la scène mondiale. À moyen terme, cet incident a également renforcé les efforts pour établir une plus grande autonomie économique. Des discussions ont émergé sur la nécessité de repenser les accords commerciaux avec les pays occidentaux, en particulier dans les secteurs des ressources naturelles, de l'énergie et de l'exploitation minière. Les nations africaines ont compris que, pour garantir leur souveraineté, elles devaient donc se libérer des chaînes de la dépendance économique imposée par l'Occident. Le soutien populaire croissant à Traoré a également donné un nouveau souffle au mouvement de résistance à travers le continent. L'attaque ratée a renforcé la position de Traoré en tant que leader politique et a permis à son message d'atteindre un large public, faisant de lui une figure emblématique de la lutte pour la souveraineté. Ce qui semblait être un simple incident militaire avait désormais des répercussions profondes et durables sur l'avenir de l'Afrique. L'attaque du 17 octobre et la réponse d'Ibrahim Traoré ont jeté les bases d'une transformation profonde pour le Burkina Faso et l'ensemble de l'Afrique. Dans les 6 à 12 mois suivant cet incident, plusieurs scénarios sont envisageables, chacun dicté par les choix stratégiques que le président et la communauté internationale feront. Commençons par le scénario de base, celui du maintien du statu quo. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à surmonter l'incident sans que la situation ne dégénère en conflit ouvert. Traoré continue de naviguer dans un environnement international complexe, cherchant à équilibrer ses relations avec les puissances occidentales et celles de l'Est. Les réformes en matière de défense et de sécurité avancent lentement, mais l'Occident maintient une pression diplomatique discrète. L'Afrique, bien que plus unie dans ses préoccupations, reste partagée quant aux modalités de sa souveraineté, et le soutien à Traoré reste limité à quelques pays du Sahel. Les sanctions économiques sont minimisées, mais le pays reste confronté à des défis internes. Passons maintenant au scénario optimiste, celui de l'expansion de la solidarité africaine. Si le soutien à Ibrahim Traoré continue de croître, plusieurs nations africaines pourraient se joindre à lui dans la construction d'une véritable alliance continentale. Le Burkina Faso pourrait renforcer ses partenariats avec des pays comme la Russie, la Chine et d'autres puissances émergentes, tout en consolidant ses alliances avec les pays africains voisins. L'initiative pour la souveraineté africaine de Traoré pourrait être transformée en un projet concret, visant à améliorer la coopération en matière de sécurité, d'économie et de technologie. Une nouvelle ère de défense collective pourrait émerger, avec un réseau de surveillance continentale et des investissements dans des infrastructures locales pour renforcer l'autonomie économique. L'Afrique pourrait se libérer peu à peu de la dépendance occidentale. Enfin, examinons le scénario pessimiste, celui de l'escalade des tensions et de l'isolement. Cependant, si les tensions entre l'Afrique et l'Occident s'intensifient, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation d'isolement diplomatique. Les puissances occidentales pourraient intensifier leur pression économique, imposant des sanctions plus sévères ou réduisant leur aide humanitaire et militaire. Cette situation pourrait amener le Burkina Faso à se replier encore plus sur lui-même et à chercher des alliances avec des pays extérieurs, au détriment de la stabilité régionale. Le manque de coopération et de solidarité au sein du continent pourrait également ralentir les progrès en matière de souveraineté et de développement économique.
Les défis internes, notamment liés à la sécurité et aux tensions sociales, pourraient également s'aggraver, freinant la vision de Traoré pour une Afrique unie et indépendante. Les choix de Traoré et de ses alliés, au cours des prochains mois, détermineront quel scénario se réalisera. Mais ce qui est certain, c'est que l'incident du 17 octobre a placé le Burkina Faso au cœur de la réévaluation des relations internationales en Afrique, un défi majeur pour le continent dans les années à venir. L'incident du 7 octobre et ses répercussions ont profondément marqué non seulement le Burkina Faso, mais aussi l'Afrique dans son ensemble. Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un leader politique. Il est désormais un symbole d'espoir, de souveraineté et de résistance. Ce qu'il a vécu ne doit pas être vu comme un simple événement militaire ou diplomatique, mais comme un appel à l'unité du continent africain face à l'ingérence étrangère. Pour les peuples africains, l'attaque contre Traoré représente l'attaque d'un leader qui défend les intérêts de tout un continent. Mais au-delà des discours politiques, comment cet événement affecte-t-il le quotidien des Africains? Les marchés, les rues, les discussions entre voisins et amis, ces lieux de la vie quotidienne, où les sujets les plus importants sont abordés, sont devenus des points de rencontre pour exprimer un nouveau sentiment de solidarité. L'attaque contre Ibrahim Traoré a réveillé un désir de défendre la souveraineté, non seulement en tant que concept politique, mais en tant qu'idéal pour chaque individu. Il est devenu clair que la lutte pour la souveraineté ne se fait pas seulement dans les coulisses des institutions internationales, mais aussi dans les actions de tous les jours, dans les choix économiques, dans les alliances politiques et dans la manière dont chaque citoyen choisit de se tenir debout pour son pays. Les Africains ont compris que le destin de leur continent ne doit pas être laissé aux mains des puissances extérieures. Traoré incarne une nouvelle forme de leadership qui parle de responsabilité partagée, de l'aspiration à un avenir où chaque pays peut gérer ses affaires sans ingérence. Cela a touché non seulement ceux qui soutiennent Traoré, mais aussi ceux qui, jusqu'à présent, n'étaient pas sûrs de quel côté de l'histoire ils se trouvaient. L'Afrique ne veut plus être spectatrice. Elle veut agir, se défendre et prendre sa place sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, dans son rôle de leader, a touché cette corde sensible. Face à l'incident du 17 octobre, Ibrahim Traoré a proposé un chemin clair vers la souveraineté pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble. Il ne s'agit pas seulement de survivre à une tentative d'assassinat, mais de transformer cette épreuve en une opportunité pour refonder la place de l'Afrique dans le monde. Ce processus nécessite des actions concrètes et une vision à long terme. Le premier pilier de cette nouvelle trajectoire est la réforme de la défense nationale. Le Burkina Faso doit renforcer ses capacités militaires, notamment par l'acquisition de nouvelles technologies et la formation de ses troupes. Cela inclut une coopération avec des partenaires africains, mais aussi une diversification des sources d'armement pour ne pas dépendre d'un seul bloc international. Le deuxième pilier est la coopération régionale. Le Burkina Faso ne peut pas relever seul les défis de souveraineté. La création d'un réseau de défense collective en Afrique, comme l'a proposé Traoré, est essentielle. Cela signifie le partage de renseignements, le renforcement des capacités de surveillance aérienne et des initiatives communes de sécurité contre le terrorisme et l'ingérence étrangère. Le Sahel, en particulier, a besoin d'une réponse unifiée et Traoré pourrait en devenir l'un des moteurs principaux.